Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour une arpenteur holistique. Voilà, nouveau lieu, on sera déjà un peu plus tranquille malgré, voilà, je sais pas si on va l'entendre, le chant des criquets, mais là, on va plutôt parler d'un sujet, donc je crois que c'était sur le groupe de Virtual Dragon qui avait proposé justement 20 jeux en fait question, un petit questionnaire qui a tourné pas mal dans certains réseaux sociaux et plateformes communautaires, et je me suis dit ben ça serait marrant de le traiter tout comme j'ai traité en fait l'affiche avec les 20 règles de Donjons et Dragons. Bon, je doute qu'il y ait 20 jeux et je vais essayer de donner des réponses différentes, mais il y a des réponses qui vont revenir parce que leur place est sans doute légitime au vu de ce que ça va apporter, puisque on va parler de découverte de jeu, on va parler de mécanisme, mais on va aussi parler de coups de cœur. On va commencer maintenant avec la première question, le dernier jeu auquel j'ai joué. Le dernier jeu auquel j'ai joué, je sais pas si ça peut compter, parce qu'aux yeux de certaines personnes, et dans la conjoncture actuelle et différents aléas, il y a des gens qui ont envie de jouer du JDR en solo et avoir des règles pour pouvoir faire fonctionner. Que ce soit des jeux en fait avec une expérience un peu spéciale, comme le veut même de nos jours certains jeux de société, ou même certains trucs aux allures de wargame. Mais là, on va parler de jeux de rôle. Là, le dernier jeu que j'ai fait récemment, c'est Blue Rose. Je suis en train de faire une campagne solo, donc j'écris et je mets en forme les aventures. Et aussi, au passage, je fais les résultats, je tire, je gère la difficulté, tout ça. Tout en sachant que la plupart des plots, je me base sur le livre pour ça. Et pour les difficultés, ce genre de choses-là, je me réfère au bestiaire du jeu. Bestiaire assez avare, mais au niveau des possibilités, on arrive facilement à comprendre comment ça fonctionne. Donc je joue dans le setting d'Aldea, donc évidemment l'univers de Blue Rose, parce que je trouve que c'est un univers qui est quand même assez intéressant, malgré le fait qu'il ait l'air assez petit. Et c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'en faire en solo. Bien, numéro 2, celui avec ma règle de jeu préférée. Ah oui, je pensais que je pouvais couper court à cette question, mais vu que c'est ma question préférée et pas ma mécanique, la mécanique que je trouve vraiment intéressante où j'aurais pu traiter un au hasard, c'est pas tellement une mécanique, mais plutôt une notion dans Blue Rose. C'est Blue Rose est un univers où il y a, où en fait le cœur du jeu c'est du roleplay, de l'aventure, des relations sociales, tout ça, et aussi du combat. Et le fait, c'est que quand tu as un équilibre, notamment entre finalement tout ce qui vous permet de faire du roleplay, du combat et de l'exploration, si vous n'avez pas géré de manière équitable en fait les différents segments dans une scène et que ce ne soit pas équilibré entre les trois, on peut pas vraiment dire qu'on fait du Blue Rose. Donc ça veut dire que quand tu vas faire un segment, tu vas commencer, c'est l'introduction, ça va parler du contexte du début de l'aventure. Il y a un petit côté pour ceux qui ne savent pas où en fait Blue Rose, il y a deux inspirations en fait dans l'imagerie de Blue Rose, dans la manière de dérouler les aventures. Ce qui fait l'ADN du jeu, le système de jeu. En gros, c'est soit vous l'imaginez comme des séries fantastiques que vous avez déjà vues, genre du Hercule, du Xena ou Legion of the Seeker, c'est-à-dire où les personnages arrivent à un certain endroit, il n'y a pas d'idée exacte de la map du monde, mais vous savez qu'ils sont en train de traverser un territoire et ils découvrent des aventures, pif paf pif, et ensuite ils repartent et voilà. Et il y a l'autre facette qui est, c'est inspiré des romans, c'est-à-dire qu'il y a des moments de contemplation, d'interaction avec les personnages, il y a des chapitres aussi dédiés à l'introspection des personnages une fois qu'ils sont en solo. Blue Rose prend ces deux façons de faire de la narration pour pouvoir traiter ça. Et l'alchimie entre le roleplay, l'aventure et le combat se doit d'être respectée. C'est plus une notion plutôt qu'une règle. Voilà. Après, je pourrais tricher un petit peu en donnant une véritable règle que je trouve sympa. C'est là encore, c'est pas très. Il faut vraiment que je fasse la distinction entre les règles et les mécaniques. Pour moi, je trouve que une des mécaniques que je trouve très bien aussi, c'est dans Brigandine, où l'alignement est remplacé par l'évocation
et la symbolique des animaux. Il y a une certaine liste il y a une certaine liste d'animaux disponibles, et le supplément en rajoute d'autres d'ailleurs. J'espère que dans la deuxième édition, parce qu'il paraît qu'il y en aura une deuxième, c'est en cours de route. J'espère que dans la deuxième, que vraiment il va y avoir tous les alignements avec les animaux d'un coup. Hein, voilà, ça ferait plaisir. Quand je dis j'espère, évidemment, je veux dire je souhaite. Moi, je sais même pas si je vais prendre la deuxième édition de Brigandine, étant donné que la première est déjà bien, mais avec quelques remarques à faire, mais ça, on va y revenir plus tard. Voilà. Le 3, là, celui que j'ai le plus offert. Bon, on va être clair, je n'ai offert aucun jeu. Mais je vais modifier la question pour que ce soit déjà plus intéressant. C'est pas le nombre de jeux que j'ai le plus donné ou offert, c'est le jeu que j'ai le plus plébiscité. Et en fait, il y a un équilibre entre le W System Deluxe, euh, Mutant and Masterminds, voilà, et je pense aussi Blue Rose, voilà. Il y a eu aussi, si on va parler de la plébiscitation, j'ai aussi voulu vraiment m'intéresser et expliquer pourquoi True 20 c'est très bien au travers de la présentation de la gamme. On peut aussi coter ça comme de la plébiscitation, mais c'est vraiment pour euh, vraiment faire un mea culpa sur True 20 parce que True 20 a un potentiel énorme et je pense que certaines remarques que j'avais ou certaines appréhensions se sont estompées. Voilà. Euh, D'ailleurs, je peux même résumer ça rapidement. De toutes les façons, ça va se savoir si vous suivez la chaîne. De mon avis, de mon humble avis, en fait, je pense que le système True 20 est plus abouti que le système Edge. Voilà. C'est-à-dire que même si je considère que Blue Rose sous le système Edge, puisque c'est la deuxième édition, sous le système Edge, est vraiment l'aboutissement du système Edge, c'est-à-dire la version la plus fun, la plus simple et la plus accessible. La seule chose qu'on va dire qui pêche, c'est que les gens ne sont pas trop attirés par l'univers ou par en fait un petit peu l'esprit derrière. Ceci est un autre débat. Mais quand tu regardes Modern Age et Fantasy Age, tout en sachant que j'ai tous les éléments des gammes de jeux que j'ai cités, tu as un livre, que ce soit Fantasy ou Modern Age, puis ensuite tu as le livre du compagnon. Et tu te rends compte que Tout 20, il était plus riche, plus complet. C'est-à-dire que non seulement on te donnait le livre de base, mais à l'intérieur, c'était donné avec, il y avait le livre du compagnon qui te permettait de créer des rôles. Et d'ailleurs, la version sans le compagnon intégré n'existe plus, à raison. Après, est-ce que c'est une bonne chose qu'ils mettent le livre du compagnon à côté? Ben, finalement, en tant que travailleur, en tant qu'objet numérique, avoir le livre du compagnon plus le livre dans la version aboutie qui a la partie du compagnon, ben, ça m'a été utile. Voilà. Donc, j'ai plébiscité trois jeux et un que je voudrais vraiment en parler plus, mais ça arrivera dans le futur. C'est clair et net. Donc, ensuite, celui dont l'univers me reste en tête, Blue Rose. Blue Rose parce que c'est un univers. Attention, je vais quand même dire un truc sur Blue Rose. Parce que j'ai beaucoup parlé de Blue Rose sur la chaîne. Allez faire un tour. Voilà, je fais de la pub pour moi-même, hein, évidemment. C'est que je parle souvent de comment l'univers, il est bien structuré. Ce n'est pas à mes yeux le meilleur univers que j'ai vu ever. Voilà. Ou des settings ou d'univers. Vous voyez ce que je veux dire par là? Blue Rose n'est pas ouf. C'est même pas que non, il faut bien que je formule. Je vous dis pas que Blue Rose est oufissime en matière d'univers. Je vous dis qu'il est précis, il est travaillé. S'il faut donner une image, c'est genre, la personne a fait des images en fait, il a pris des livres de coloriage et il a jamais débordé. Et il a utilisé un travail des couleurs parfait. Blue Rose est un jeu qui te parle d'amour, de romance, de camaraderie, d'amitié, d'héroïsme, mais
c'est admis, puisque c'est un dérivé ils font, c'est du romantic fantasy, c'est un dérivé de la high fantasy, c'est admis que vous jouiez des héros. Mais vous êtes des héros qui allaient échouer à certaines choses et qui peut mener à des drames. Et c'est ça qui est fort avec Blue Rose, parce que finalement, vous allez pouvoir traiter ça, mais le jeu parle aussi, comme c'est un des thèmes chers au cœur de Green Ronin, ça parle beaucoup d'inclusivité, et ça a parlé d'inclusivité depuis les débuts de leur jeu à eux, avant même que le mot ne soit porté à la bouche de tout le monde. Donc c'est vraiment, faut pas voir ce que vous pensez en premier lieu de l'inclusivité. Dites-vous, dans la manière la plus brute de le dire, c'est un jeu qui accepte tout le monde. Un point, c'est tout. Et comme ça te parle de tolérance, qui dit de parler qui dit parler d'inclusivité, je sais même pas si je suis sûr que j'ai peut-être fait un lapsus à un moment, mais si on parle d'inclusivité, on va parler aussi de l'inverse de l'inclusivité, c'est-à-dire la discrimination, l'exclusion. Et chaque pays en dehors du pays principal qui est Aldis dans l'univers d'Aldea est une forme d'antagonisme à cette valeur. Tu as Jarzon qui est l'intégrisme religieux, tu as l'archipel de l'Antilla qui parle du matriarcat et du patriarcat, finalement, le fait de mettre un genre biologique avant un autre, voilà. Il y a aussi Kern qui est un petit peu ces endroits qui respirent les ténèbres, remplis de corruption, où il se passe des choses horribles. Et quand tu tues quelqu'un, eh ben, il y a les anciens lieutenants, plus de nouveaux opportunistes qui viennent. Et puis tu as Réséane avec tout le côté finalement primitif dans le bon sens du terme, tribalisme dans le bon sens du terme aussi. Et aussi on peut parler également des territoires forestiers qui parlent de ce rapport féerique à la nature, mais aussi de la volonté d'opposer le fait que la nature est quelque chose dont on doit prendre soin, mais qui en quelque part apprend à prendre soin de lui-même, et justement, quel est le rapport entre l'état de nature et en faire partie. Voilà, en tout cas, c'est la lecture que j'ai eue de ce que j'ai lu jusqu'à présent. Et ça, il n'y a rien qui déborde. Mais le potentiel des histoires est quand même assez fort. Donc c'est pour ça que c'est un univers qui me reste en tête. C'est un univers qui est bien structuré. Il n'est pas l'univers le plus génial que j'ai vu de toutes les franchises qui existent, mais c'est sans doute un des jeux avec une certaine structure efficace. Il me fait beaucoup penser à Bleach dans un sens. Dans Bleach, c'est un univers qui parle d'âme, et qui dit qu'on parle d'âme, on parle des vivants et des morts. Donc tu as les humains, tu as une vision du paradis qui est la Soul Society, tu as les Holos qui est avec le Wekumundo, tu as aussi l'enfer, c'est-à-dire l'endroit où on envoie voilà, ceux qui ont commis l'irréparable. Et puis ensuite, tu as des zones troubles où il y a certains personnages qui sont des amalgames entre tel truc et tel truc, ou encore des gens qui ont réussi à avoir l'héritage des tourmentés et qui finalement, de leur vivant, arrivent à exploiter cette force qui est en accord avec leur identité, que sont les Fullbringers par exemple. Je trouve que l'équilibre d'Aldea est similaire à celle de Bleach. Voilà. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui est forcément obligé de connaître Bleach, mais j'avais vraiment besoin de bien expliquer le truc. Bien, alors le jeu de mon enfance et de mon adolescence. Pas de jeu de mon enfance et de mon adolescence, je l'ai découvert à l'âge adulte. Le jeu de rôle, j'avais 19 ans. Mais par contre, j'ai fait le jeu de plateau, j'en ai déjà parlé, de Donjons et Dragons de Parker. C'est ça qui m'a fait beaucoup connaître finalement les personnages que tu vois et que tu joues qui sont dans les pré-tirés, je crois, de la 3.5 et qui sont des fois représentés au travers de la 3.5, eh ben, c'est ces personnages-là que tu joues. Et donc, du coup, j'ai joué pendant un très long moment en tant que joueur avec ma sœur et mon frère. Et ensuite, j'ai fini maître de jeu. Voilà. C'était une expérience qui était assez intéressante, mais en fait,
pour avoir vu mon frère créer des jeux ou dresser des choses de lui-même, c'est quelqu'un qui part dans la surenchère, c'est-à-dire qu'il met énormément de détails et de choses, et qu'il faut que tout pète assez vite. Vous voyez, c'est-à-dire au lieu de faire des scénarios où en fait il y a 3 niveaux, niveau 3 est le plus difficile, au lieu de faire des scénarios de niveau 1, on faisait des scénarios de niveau 3 avec énormément de créatures qui revenaient à chaque salle, euh, et puis des pièges bien précis, machin. Et moi, j'étais un MJ qui, c'est pour ça d'ailleurs que je veux pas jouer en tant que maître du donjon, pas dans l'idée de maître de meneur de jeu de Donjons et Dragons, mais vraiment celui qui contorsionne le donjon ou l'univers pour pouvoir transformer une adversité dirigée. Je n'aime pas faire ça, parce que moi je l'ai fait dans ce jeu-là, parce que c'est ce que tu es censé faire, puisque c'était du dungeon crawling. Alors moi j'utilisais les monstres avec parcimonie, je jouais des niveaux de jeu très très variés et différents, mais aussi je ne jouais pas avec que les pièges, je jouais aussi avec la peur du piège, tout en sachant qu'il y avait des salles qui permettaient aux gens de respirer, de trouver des objets, ce genre de choses. Donc j'avais une volonté d'équilibre. Je pense que c'est déjà les premiers signes que j'aime plutôt simuler un univers plutôt que de contorsionner le monde pour être l'adversaire des joueurs. Voilà. Alors le jeu qui m'a fait pleurer. Alors soyons clairs, hein, il n'y a aucun jeu qui m'a fait pleurer, je veux dire triste machin. Il y a eu des sessions qui étaient très dures. Il y a des personnages qui sont morts. Que quand je crois que quand mes joueurs ont joué, parce que là je parle vraiment de la période où j'étais que MJ. Il y a des joueurs qui ont eu des sentiments de défaite après avoir sauvé certains alliés contre la vie de certains. Malheureusement, en fait, les œuvres enfin les jeux qui m'ont touché et les histoires que j'ai racontées, oui, il y avait des histoires très émotionnelles, il y avait de la joie, de la tristesse, tout ça. Mais soyons clairs, les jeux, il n'y a pas de jeu qui me fait pleurer, que ce soit pleurer de tristesse ou pleurer de rire, dans un sens ou dans l'autre. Ça ne change strictement rien. Mais est-ce que j'ai déjà eu des larmes versées lors de parties? Oui. Jusqu'aux larmes, j'étais mort de rire par rapport à des situations, même en m'en souvenant des fois, et j'arrive à pleurer de rire tellement c'était drôle. Voilà. Mais si on parle vraiment du côté tristesse émotionnelle, non, pas au point de pleurer. Voilà. Celui qui m'a fait aimer un genre, alors c'est la seule question qui aura, ça sera une des rares questions qui n'aura pas de réponse, puisque je pense qu'il n'y a aucun jeu de rôle qui m'a fait apprécier un genre, parce que je consommais pas mal de choses de culture fictive, de pop culture, qui fait que, ben non, il y a pas mal de choses qui sont passées derrière. Le space opera, il y avait Star Trek. La fantasy, ben il y avait Le Seigneur des Anneaux. Le contemporain avec un fond philosophique, il y avait Matrix. Euh, parler du traitement par exemple, le traitement dans les jeux et dans les histoires, du fait que même quand on te parle d'action, de combat, ben la place de la romance, tout ça, il y a Fire Emblem, les bons Fire Emblem, hein, c'est-à-dire de Fire Emblem 1 à Fire Emblem Pre-Awakening. Parce qu'à partir d'Awakening, désolé les gens, ça s'est cassé la gueule. Les personnages, c'est des waifus slash husbando material avec énormément de clichés. Voilà. Alors que tu vois, même leur texte de dialogue, je les trouve clichés. C'est horrible. Mais c'est pas pire que les gens qui faisaient des fanfictions Fire Emblem et que les dialogues étaient vulgaires sans aucune raison. Voilà. Donc, pas de réponse à celle-là. Celui que vous avez fini par apprécier, Pathfinder première édition. Alors soyons clairs, j'ai commencé avec la 3.5, c'est une amie, salut si elle voit cette vidéo, qui m'avait donné les PDF de la troisième édition, sûrement qu'elle l'avait acheté en numérique. Et ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai connu les Donjons et Dragons surtout par le biais des Baldur's Gate. Et ce qui s'est passé, c'est que par la suite, évidemment, j'ai eu les Neverwinter Nights aussi. Et il y a aussi Dragon Age, on peut compter Dragon Age dedans, hein, puisque c'est une simulation de Donjons et Dragons. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que
La 3.5, déjà les livres de Donjons et Dragons 3.5, je les supporte pas de les lire, je les ai toujours. Je crois, que c'est du texte qui est en noir sur du fond brun, ça nique les yeux, surtout quand tu es en numérique, et c'est insupportable. Puis ensuite, ben moi, j'ai pas connu ces délires de oui, Paizo qui a décidé de prendre la 3.5, d'en faire quelque chose. Il y a des gens qui étaient chez ton dragon qui a fait Paizo. Vous voyez tous ces trucs-là qui s'est passé pour le passage de la 4e édition. C'est pour ça que j'ai pas d'opinion sur la 4e édition. Il paraît qu'il est pas ouf, mais qu'il y a certaines idées pour les combats qui ont été bien. Donc voilà, je vais lui laisser le bénéfice du doute, mais je doute que je vais l'explorer, la 4e édition. Et donc du coup, je suis tombé sur Pathfinder en 1re édition. Et j'ai lu les livres, et j'ai vu à quel point c'était riche. J'avais déjà vu des jeux de rôle, j'avais le W System de Luxe qui faisait 82 pages, il y avait les Warhammer et les suppléments, et dites-vous bien que Warhammer, je pouvais intégrer les informations des suppléments pour faire jouer une campagne sans problème avec tous les suppléments pris en compte que j'avais. Voilà. Et pourtant, ben, la 3.5, c'était quelque chose d'assez lourd. J'ai commencé à la connaître en 2015. Je l'ai comprise que 2015-2016, dans cette fourchette-là, et je ne l'ai comprise qu'en début 2019. Et quand j'ai compris le jeu, au total, quand j'ai vu tout ce qui s'est passé, tout ça grâce au wiki qui est autorisé par Paizo d'ailleurs. Grand merci aux gens qui ont bossé sur le wiki, tout comme les gens de chez Paizo. Ben j'ai compris parce que les informations étaient mieux structurées. Et à ce moment-là, comme j'ai compris les données de l'univers de jeu qui était proposé, l'univers de Golarion que j'aime beaucoup, et aussi les classes et tout ça, ben des réflexions me sont venues, que j'ai appliquées dans mes campagnes suivantes, mais il ne faut pas se mentir, les règles, une fois que je les ai comprises, bien que fournies, je pouvais faire jouer n'importe quel univers de fantasy que j'ai vu dans le jeu vidéo, grâce à Pathfinder première édition. Voilà, rien que ça. Et donc du coup, j'ai fini par l'apprécier. Il y a des moments où je me dis, ce setting que j'avais fait pour la quadrilogie du grimoire, voilà, qui euh, qui avait pour but en fait que les personnages rentrent dans des mondes qui existent, qui sont fictifs, quoi, qui sont des univers de jeux vidéo, tout ça. Ben, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser. Je l'ai utilisé pour une courte campagne et j'avais fait du contenu dessus. Voilà. J'avais même promis à un moment que j'allais expliquer c'est quoi les règles dans les TTRPG que j'ai utilisées pour pouvoir euh, pour pouvoir un petit peu assainir le jeu et corriger les défauts de Pathfinder parce qu'il en avait. Ben, c'est une vidéo qui va peut-être voir le jour parce que finalement je pense que je vais devoir le faire. Et même s'il y a certaines choses qui fonctionnent plus ou moins comme ça maintenant dans les jeux récents, ou encore qui sont déjà intégrées dans les jeux, quoi. Voilà. Donc, très clairement, j'ai fini par apprécier Pathfinder. Celui dont j'apprécie un des dérivés. Je vais vous dire ça, c'est une tragédie. Tous les jeux qui sont dérivés de près ou de loin à Donjons et Dragons, je les aime. Mais pas Donjons et Dragons en tant que tel. J'ai voulu donner une chance à la 5e édition, mais la 5e édition, Wizards of the Coast a loupé le coche, et donc pas mal de choses étaient en anglais, et moi qui ai énormément de livres en anglais, ben pour mon confort, ben avoir les livres en français, à l'époque, ça aurait été bien. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ben, c'est que j'ai eu le W System 2, j'ai découvert que je ne lisais pas bien les trucs. Euh, le W System Deluxe, c'est l'Open Game License. Pathfinder aussi. True 20 aussi. Les systèmes Age plus ou moins aussi. Et je les aime tous. Mais Donjons et Dragons, attention, Donjons et Dragons, ça ne dit rien. Et attention, je précise bien, c'est le système et les mécaniques et la mise en forme et le traitement des informations que je n'aime pas. La preuve, j'ai pris par accident, cherchez pas, bref, j'ai pris par accident la version 5e édition de Blue Rose, et quand j'ai vu la disposition des informations, j'ai dit mais c'est bizarre, j'ai l'impression de lire un livre de Donjons et Dragons. Et quand j'ai vu le symbole de la 5e édition, j'ai dit
C'est un gros problème que j'ai avec Wizard of the Coast. Voilà. Désolé pour l'interruption. Donc je disais, voilà. Donc c'est horrible, mais Donjons et Dragons, 5e édition, et même dans le Donjons et Dragons en général, voilà. Mais par contre, attention, j'ai bien parlé du système et de la disposition des informations. J'ai pas parlé du style graphique que je trouve très très bien, surtout pour la 5e édition, et aussi des différents univers qui sont proposés. Voilà. Donc ça, au moins, c'est dit. Bien, ensuite, numéro 10, celui que j'aurais aimé, celui que vous auriez aimé écrire. Bon, je vais être clair là-dessus, il n'y en a aucun que j'aurais aimé écrire. Vous savez, quand quelque chose de bien est fait, je remercie la personne qui l'a faite. Un point, c'est tout. Je ne considère pas que j'aurais été capable ou que j'aurais eu envie de le faire pour louper, voilà, pour avoir pris un coche et soudainement être devenu populaire. Parce que oui, il y a des créateurs, ils pensent comme ça. J'ai déjà vu des gens, ils pensent comme ça. Ils auraient aimé créer tel jeu, ou ils auraient voulu faire telle œuvre, et puis ensuite être populaire, et puis que du coup, et tout ce qui va avec. C'est très superficiel. Voilà, je dis ça sans aucune condescendance. Je trouve ça très superficiel, et je crois que c'est se prêter, c'est comme le mérite en fait. C'est comme se prêter des choses qui factuellement peuvent tomber d'une forme ou d'une autre. Il y a une combinaison de facteurs que quelque chose fonctionne ou pas. Et quand j'ai en face un jeu de rôle qui est bien, je remercie les auteurs de l'avoir fait. Green Ronin est devenu ma maison d'édition de cœur parce qu'ils produisent des jeux que je trouve très intéressants. Il y a certains trucs qui proposent, il y a des Kickstarter qu'ils ont commencé à faire pour proposer d'autres jeux et malheureusement, ben, ça ne touche pas. Mais par contre, Mutant and Mastermind, c'est vrai que j'aurais pu le mettre dans les dérivés aussi de Donjons et Dragons. Mais très clairement, j'aurais pu mettre Donjons et Dragons dans ça. Enfin, pas Donjons et Dragons, Mutant and Mastermind. Lapsus. Bref. Et donc, du coup, il y en a aucun que j'aurais aimé écrire. Voilà. Je sais déjà bien qu'ils existent et que des gens les ont créés, voilà. C'est bon. Numéro 11, celui dont je parle tout le temps, c'est périodique. Quand je présente un jeu, je veux présenter toute sa gamme, et quand je présente toute sa gamme, je parle souvent du jeu. Quand j'ai eu Mutant and Mastermind, j'en ai parlé beaucoup. Comme je m'étais réintéressé à l'EW System Deluxe, j'en ai parlé beaucoup. Surtout parce qu'il y avait une malédiction qui planait sur ma table sur le fait de jouer à W System Deluxe, c'est-à-dire que tout le monde adorait ce système, tout le monde le trouvait cool. Il y a même des anciens joueurs à moi qui l'avaient acheté pour faire leur propre jeu avec. Et très clairement, enfin leur propre campagne, on s'entend. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est périodique. Blue Rose, j'en parle toujours parce que c'est quand même un jeu de cœur, un jeu préféré, et aussi parce que j'en fais des trucs. Par exemple, j'avais fait un one shot, malheureusement, j'ai voulu faire un actual play, mais les captures étaient horribles et les sons aussi, à cause d'une combinaison d'énormément de choses, mais j'avais fait un actual play, un one shot qui a duré, c'était un one shot dans un temps limité, ça a duré 4 heures, et c'était dans l'univers de The Elder Scrolls, et j'avais écrit un supplément amateur que j'ai encore de The Elder Scrolls. Vous pouvez jouer les trucs de The Elder Scrolls. Le seul truc que je n'ai pas fait, c'est que j'ai pas voulu convertir toute la database, toutes les mécaniques, parce que je considère que c'est quelque chose que j'ai fait pour moi-même, que je pourrais distribuer aux autres, mais qu'au final, je considère que quand un jeu du commerce ou une adaptation ou un travail occupe 20%, plus de 20% ou plus de mon temps de cerveau, c'est pas bon. Voilà. Donc, il faut être focus. Bien. Numéro 12, le jeu que vous trouvez sous-estimé. Alors ça, c'est une opinion. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais je considère que c'est extrêmement subjectif de trouver qu'un jeu est sous-estimé. Un jeu de rôle est sous-estimé. Mais tu peux l'appliquer à tout dans la vie. Tu sais, il y a toujours, par exemple, dans une équipe ou dans une troupe de comédie, un gars que tu trouves au-dessus des autres et que tu trouves qu'il n'est pas assez mis en avant. Tu dis, ouais, mais ce gars-là, il joue mais trop bien, quoi, machin. Ou bien dans un trio, ben oui, mais je trouve que lui, vous sous-estimez telle personne.
Ou bien, oui, mais le jeu que je vous présente là, mais c'est tellement un jeu underground sous-estimé. Il y a une espèce de rapport un petit peu obséquieux que quelque chose soit. En fait, il y a un spectre où tout est obséquieux. C'est-à-dire que ceux qui jouent des trucs mainstream considèrent que c'est l'incontournable. Ceux qui sont au milieu qui disent que il y a de tout et ils vont choisir leur petit peu protégé. Et il y a ceux qui veulent se la jouer ultra underground en disant ouais il y a des jeux que je sous-estime et je suis pas comme les autres rôlistes, hein, voilà. Vous les connaissez mieux que moi, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Et du coup, ben, je trouve qu'il n'y a pas de jeu qui est sous-estimé. C'est juste que si vous trouvez qu'un jeu mériterait d'être mieux connu, parlez-en. S'il y a un jeu que vous trouvez bien, parlez-en. Mais je me suis rendu compte d'un truc. C'était bien avant que je sorte la vidéo pour les 20 règles de Donjons et Dragons et mon opinion là-dessus. C'est que je me suis dit, par exemple, Donjons et Dragons, tout le monde ne joue pas Donjons et Dragons de la même façon. Mais en fait, le but n'est pas de jouer spécifiquement Donjons et Dragons by the book. Le but, c'est de jouer quelque chose avec l'esthétique Donjons et Dragons. C'est-à-dire avoir les livres, pas forcément utiliser toutes les règles, mais en tout cas utiliser. En fait, c'est le fétichisme autour du jeu que les gens aiment, pas forcément les mécaniques. Il y a beaucoup de mèmes qui circulent sur le fait qui trouvent que la cinquième édition, elle est bien par rapport aux autres versions, mais elle est pas terrible. Tout le monde lève la main. Ouais, mais qui est prêt à jouer à un jeu qui est supérieur à Donjons et Dragons? Il y a personne qui lève la main. Ils ont tous la tête baissée. Et ça, c'est un truc qui est finalement en accord avec la sensibilité des gens. Je ne sais pas d'où vient ce fétichisme, je ne sais pas pourquoi il est là, mais dans un sens, c'est pas que ça m'énerve, c'est que je me dis, vous ne pouvez pas vous plaindre et ensuite, quand on vous présente une solution, ne pas la prendre. Et vous pouvez discuter de la solution qui vous est proposée. Mais en même temps, le problème aussi, c'est que ton jeu de dragon est un spectre tellement puissant dans le milieu du jeu de rôle que je pardonne ça, entre guillemets, aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, on va prendre un exemple. True 20 est selon moi une meilleure version de la 3.5 que la 3.5. C'est une opinion. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais je pourrais faire 20 raisons pour lesquelles je trouve que les jeux de Green Ronin au niveau des mécaniques 3.5 sont meilleurs que la 3.5. Je pourrais faire ça. J'ai pas trop envie de faire ça. Mais par exemple, pour moi, je trouve que les emplacements de sorts, pour moi, c'est une mécanique que je trouve dégueulasse. Et quand on m'a proposé que les personnages ont des niveaux de fatigue et que quand tu échoues à tes tests de fatigue, ben tu perds tes performances et que par exemple il peut y avoir des guerriers qui se battent et en fait finalement la fatigue n'est pas une ressource, la fatigue est une mécanique qui a oblitéré une ressource, une façon de gérer des ressources. On s'en fout que tu sois un prêtre, un druide, un théurgiste, un goétien, on s'en fout. Le truc c'est que tu vas lancer un sort, il va avoir une certaine difficulté. Souvent, le test de la difficulté est le test de la fatigue contre lequel tu vas devoir lutter. Si jamais tu rates, tu te fatigues. Un personnage qui se bat beaucoup trop longtemps, ben, par exemple, quelqu'un peut très bien inventer une règle de MJ du genre, ton score ton score de fatigue, en fait, ton score au fait dans une scène où tu peux prendre des niveaux de fatigue, eh bien, en fait, tu prends le score de constitution et ça te dit le nombre de tours que tu peux rester avant de te fatiguer. C'est une mécanique d'ailleurs que j'avais trouvée pour 220, que j'avais inventé et que j'ai appliqué à mon jeu et qui est justement oblitéré une ressource. La gestion de la fatigue est vraiment très très bien. Donc moi j'aurais pu dire que 220 aussi est sous-estimé, mais non. 220 il a ses atouts, mais il a aussi des inconvénients. Je parle du fétichisme autour du jeu de rôle, mais soyons clairs. Un jeu de rôle, c'est beaucoup de choses. C'est des mécaniques, c'est une philosophie derrière, c'est une intention de jeu derrière, une intention d'auteur. Ça peut être aussi une notion de plot, et c'est tout le problème par exemple avec les jeux de TTRPG. Le but c'est vous êtes des personnages assez importants et vous allez sauver le monde. Les classes sont ce que moi j'appelle des classes héroïques. Encore un point que 220 est plutôt bien,
c'est qu'on te donne 3 classes, l'expert, le combattant et le guerrier, enfin l'adepte, et en fait, on te dit tel métier ou telle chose correspond à ça. Donc si, par exemple, tu veux jouer un forgeron, ben, tu prends des niveaux de guerrier où tu crées le rôle forgeron avec les modificateurs et tu peux faire une campagne où, par exemple, le but n'est pas nécessairement le combat, mais que vous allez explorer différents lieux et puis que vous allez forger des armes, mais que vous avez besoin d'être sur le terrain pour étudier la physiologie du monstre. Imaginons un setting Monster Hunter où le forgeron wyvernien, ben, c'est vous. Et vous allez sur le terrain avec des chasseurs mandatés qui vont aller combattre un monstre, mais comme vous, vous avez besoin d'une inspiration pour fabriquer une armure qui va faire de vous la nouvelle coqueluche dans le milieu de l'artisanat, vous voyez le nombre de potentiels que peut avoir par exemple T20. Mutant Masterminds, pareil, je n'ai jamais vu un jeu de rôle de super-héros qui est aussi complet, et puis en fait tu te dis, il y a des choses à rajouter, mais beaucoup de choses ont été explorées et que les zones d'ombre sont plus des zones grises en fait. Voilà. Et tous les jeux que je pourrais présenter pourraient s'en tenir à ça. D'ailleurs, je vais faire une dernière parenthèse, par exemple sur Blue Rose, mais je vais pas parler de Blue Rose, je vais plutôt parler d'un problème vis-à-vis du spectre qu'est Donjons et Dragons. Moi, j'avais vu sur un forum de MMORPG, dans les commentaires, une femme qui disait qu'elle avait quitté Donjons et Dragons à la 3.5 parce elle avait pas encore le mot inclusivité en tête, mais elle disait elle ne se sentait pas considérée. On sent que c'était le mal qui était au cœur. C'était lui qui devait acheter le livre. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et le fait est que la 5e édition, des gens appellent ça du wokisme. Je vois pas en quoi faire du progressisme, ça veut dire que c'est mauvais. Évidemment, tout peut se discuter en fonction des valeurs que l'on a et des principes que l'on a, mais le fait de considérer tout le monde, ben, c'est pas si mal, tant qu'on ne tombe pas dans l'écueil du quota. Pour ceux qui ont vu le fameux graphique de Blizzard concernant la sortie des héros d'Overwatch, de comment le composer, cette aberration, cette terreur de la nature, voilà, cette équation du démon, on peut se permettre de le dire. On peut se permettre de le dire. Faut arrêter. Accepter tout le monde, ça veut dire aussi ne pas faire de quotas. Je déteste les quotas. Quoi qu'il arrive. Faut arrêter. S'il y a un problème d'équilibre, il faut régler le problème d'équilibre. Faut pas parler de quotas. Ah ben, Donjons et Dragons a voulu changer les choses. Et d'ailleurs, Donjons et Dragons avait certains problèmes. J'avais parlé de la fantaisie, du racisme dans les jeux, et beaucoup de gens ont parlé, notamment dans les milieux anglophones, sur le fait que la fantaisie dans les JDR ne sont pas racistes. Donc finalement, il y a des gens qui pensent comme moi, mais qui ont expliqué ça avec des principes beaucoup plus élargis. Voilà. Il y avait aussi Nota Bene qui a parlé aussi des orques et des nains dans les œuvres fictives. Allez voir les vidéos. Je sais pas si je vais pouvoir mettre des trucs en montage, mais c'était bien. C'est bien que les gens en ont parlé pour dire que c'était pas de la merde, la merde. Mais la vérité, c'est que il y a la team anti-wokiste. Le wokiste, ça veut tout et rien dire, mais c'est surtout vulgaire. C'est le mot stigmatisant. Je remets encore ce débat-là sur la table. Quand quelqu'un voit une communauté ou quand quelqu'un fait partie d'une communauté, s'il a besoin de détester une autre communauté ou un autre type de personnes qui ne sont pas comme eux, ils ont un mot stigmatisant. S'il y a des gens qui sont d'une communauté opposée à une autre, ils vont aller trouver le mot stigmatisant. S'il y a des gens qui sont exclus d'une communauté et qui trouvent que cette communauté est néfaste, ils auront un mot stigmatisant. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est bien de ça qu'on parle. Ah ben vous voyez, Donjons et Dragons a rectifié des choses. Par exemple, dire les drôles n'étaient pas tous méchants. Ben, quand tu regardes la définition des drôles et de l'imagerie qu'elle a, ben tu te dis, ouais, effectivement, ça m'étonnerait que tous les drôles soient profondément mauvais, tous les gobelins soient profondément mauvais.
Il y a un problème avec les gobelins, ou les short stacks, comme disent certaines personnes. Il y a un gros problème avec ça. Hein, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a un problème avec ça. Quoi qu'il en soit, la vérité, c'est que l'hydro, il y avait toujours cette espèce de spectre un peu bizarre où on te disait, oui, mais tel peuple et machin, et ceci et cela. Et puis en fait, tu vois, il y a des auteurs qui viennent dire, ah bah ouais, mais ils sont pas tous méchants. Mais oui, on le savait. Mais la mise en forme de ton texte que tu as posé avant, ben ça le suggérait quand même. Et c'est les autres qui ont fait un travail de tolérance dessus. Comme quoi, finalement, les anciens joueurs de Donjons et Dragons n'étaient pas non plus des gens toxiques ou à l'esprit étriqué. Mais la vérité, c'est que tout le monde voit soit le soleil à sa porte, soit le démon à sa porte. Voilà. Ah oui, Donjons et Dragons, j'ai arrêté de jouer, j'en ai marre de tout ce wokisme. Ou bien, ah, Donjons et Dragons, oui, ils nous considèrent, mais on pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de travail qui a été fait. Et ils font de leur mieux, hein. Je n'en doute pas un seul instant. Moi, j'ai eu le temps de feuilleter certains livres de campagne, certaines idées au travers de certains articles. J'ai vu, ils ont fait des efforts. Faut pas dire qu'ils n'ont pas fait d'efforts. Mais après, ils avaient quand même une volonté d'inclusivité. Et ça n'a rien à voir avec le wokisme. Des gens qui n'étaient pas considérés avant et qui sont, si on regarde du point de vue marketing, de nouveaux clients et du côté émotionnel, ben qu'on veut leur faire rentrer dans un jeu et faire jouer les trucs, faire jouer être capable de jouer des choses comme ils le veulent, comme les autres. Et c'est le comme les autres qui pose un problème. Hein. On voit encore qu'il y a un public cible. Ben, il n'y a aucun mal à vouloir rectifier des erreurs ou bien d'être en accord avec la modernité. Voilà. Je tiens à rappeler ça parce que, ouais, effectivement, j'ai des choses négatives à dire sur Donjons et Dragons, mais Donjons et Dragons, les auteurs, ils essaient vraiment de vous produire des choses. Et aussi les auteurs qui sont autour de Donjons et Dragons en tant qu'amateurs, qui veulent par exemple faire leur propre livre de campagne, qui font leur Kickstarter pour leur œuvre compatible troisième, enfin cinquième édition et cinquième édition et deuxième édition Pathfinder, ben, tout cet esprit-là qu'on pourrait appeler le wokisme, c'est-à-dire finalement l'inclusivité, juste l'inclusivité et l'intégration de tout le monde dans un récit et dans un univers, ben ça va. Ça commence et ça ne fera pas quelque chose de mauvais. Il y aura toujours des gens qui vont bouder et les gens qui boudent, ben, c'est souvent des gens qui passent à côté de quelque chose. Et s'ils se sont sentis exclus, il faut qu'ils parlent d'un côté ou de l'autre. Voilà. Passage un peu long, hein. Moi qui voulais faire la vidéo courte. Le jeu qui me redonne le sourire, numéro 13. Hmm, tous. En fait, quand un jeu me plaît, il me donne le sourire. Jouer au jeu de rôle me donne le sourire. Moi, je me souviens quand j'ai joué dans l'actualité de la Cité perdue avec Radberger, Sébastien, c'est ça. Désolé, j'ai une mauvaise mémoire des noms, ça me pose des problèmes tout le temps. Et puis Danny, oui c'est ça, Danny de Radberger et puis Christophe de la chaîne Pilule Rouge. Quand j'ai joué avec eux, ah ben moi j'étais vraiment en train de trépigner, ça se voyait pas, ça s'entendait pas, mais voilà, j'explosais de joie. J'avais le sourire tout au long. Voilà. Et pourtant, comme vous le savez, vous vous êtes rendu compte, enfin j'ai expliqué, j'ai compris que je détestais les donjons et le dungeon crawling en général. Mais pourtant, c'était bien du dungeon crawling que je faisais. Et j'ai pu m'éclater. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est un truc que des fois j'essaie de faire comprendre à certaines personnes de mon entourage. Et c'est pas parce que tu dis que tu n'aimes pas quelque chose que ça veut dire que tu n'es pas prêt à le consommer ou ne pas prêt à l'essayer. Tu peux très bien changer d'avis en cours de route ou tu peux reconnaître les qualités de quelque chose que tu n'aimes pas à la base. C'est possible. Ne vous privez de rien. Ensuite, celui qui utilise un accessoire fin numéro 14. Blue Rose avec les cartes de tarot. Parce que les cartes de tarot, bah, c'est comme les paquets de 54 cartes, ça fait partie de ma vie pour des raisons et pour certaines compétences que j'ai. Donc moi je l'utilise et pour moi c'est un accessoire qui est fun. Parce que moi quand je joue à Blue Rose par exemple avec des gens, vous voyez le truc que j'ai donné, les 13 règles à ma table.
la vidéo. Vous voyez le setting, l'image qui est prise, c'est l'image de mon bureau quand je joue. Quand je joue, j'ai vraiment un truc, une espèce de tapis symbole paganiste dessus, une boule de cristal à côté, les cartes de tarot et puis un endroit où lancer les dés. Voilà. Et je fais fonctionner grâce à ça. Des fois, je peux juste prendre un plot dans le, je peux même prendre, imaginer, prendre un plot de Newton and Mastermind du maître de jeu pour essayer de bricoler un plot, parce que c'est un très très bon outil, on a des ressources. Autant les recycler, autant s'en servir. Je prends un plot du livre de Blue Rose, ou bien je dis, je tire 4 cartes, une carte cœur et les autres qui vont être finalement les artères, et ça va dire, l'histoire, c'est ça. Voilà. Imaginez quelqu'un qui fait genre du End of Fate, sauf que c'est plus précis. Vraiment plus précis, vraiment plus organique, vraiment plus vivant. C'est cool. J'aime bien faire ça. Voilà. Donc, celui dont j'adore les cartes et les plans. Pathfinder, première, deuxième édition. Moi, j'adore. Vous savez, j'ai déjà parlé de ça dans la vidéo de Land of Crane, un des mondes d'aventure de 220. J'avais dit que je détestais les cartes style ancien monde, c'est-à-dire que tu as un espèce de gros continent, genre Tamriel de The Elder Scrolls, pour ceux qui connaissent. Tu as un espèce de gros continent, et puis il se passe des choses que là. Malheureusement, on pourrait dire que Blue Rose tombe aussi dans cet écueil. Moi, j'adore la map de Golarion. Golarion, tu sens que les dieux sont passés par là, les forces planaires sont passées par là, la magie est passée par là, les catastrophes sont passées par là. C'est fractal. Moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les fractales ou le procédural. Surtout le fractal, j'adore quand c'est fractal. Voilà. Tu peux vivre, tu peux faire quelque chose. Voilà. Moi, je pense que quelqu'un peut très bien s'amuser en prenant un truc genre ex-crawl, enfin, ex machin chose, donc c'est-à-dire un simulateur de cartes basé sur des hexagones, et puis dire, on m'a simulé une carte au hasard, voici la carte de la campagne. Et puis si la carte plaît et puis qu'il y a un petit piqué, on garde la carte ou on la change. Et puis peut-être que cette fractale-là, elle a plu à un joueur ou elle a plu au, au maître de jeu et du coup il la garde. Et ils font quelque chose autour de ça. Voilà. Pathfinder est bien. J'aime bien le côté fractal. Pour les plans, c'est déjà autre chose. Moi, je suis plus quelqu'un du théâtre de l'esprit, j'en ai déjà parlé. Et beaucoup de jeux que je joue principalement, la figuration ne sert à rien. Quand tu as un personnage qu'un speedster, tu dis pas je bouge sur toute la map et je fais le tour de la planète pour donner une patate. Enfin, virtuellement, tu ne peux pas le faire avec la figuration. Mais la gestion de la carte, bah, elle devient chaotique. Mon premier jeu de rôle, principalement, a ce problème-là aussi. Les personnages sont très balèzes et ils se déplacent très très vite. Donc il faut vite réfléchir à comment gérer les choses. Bien. Donc, les plans, je m'en fiche un peu. J'ai vu des plans qui étaient très datés, que je trouve très très beaux. En fait, j'ai déjà vu des plans ratés en matière de level design, mais ils sont pas moches. Vous voyez ce que je veux dire par là? J'ai rarement vu de moche. J'ai peut-être eu de la chance, hein. On s'entend. Celui que j'ai le plus joué, numéro 16. Ah non, j'ai sauté un truc. Celui dont j'adore l'autrice ou l'auteur. Ouh là là. Alors moi, je vais faire un joker. Je vais répondre exactement ce que je veux. Je vais dire Robert Brillant, même si je n'ai joué à aucun de ses jeux, parce que j'ai vu un petit peu sa pensée autour de l'univers de Sens, univers et jeu qui m'a intrigué pendant très longtemps et que j'ai même voulu faire jouer à ma table. Mais quand j'ai parlé de l'évocation de vouloir faire, d'acheter et de faire jouer ce jeu à mes joueurs, il y a un de mes joueurs qui m'a dit très clairement, tu m'as expliqué le topo, ça a l'air cool, mais je ne me vois pas jouer à ça. Moi, pour vendre un jeu à ma table, j'y arrive. Pour vendre un jeu en général, j'y arrive comment dire ça? Je ne peux pas utiliser toute ma ferveur dans les vidéos parce que ça ferait un effet très pub, tout en sachant que, ben, même si par exemple je n'ai pas eu de pub ou je ne suis pas un influenceur, si vous voyez ce que je veux dire, n'empêche est que j'ai investi.
J'ai beaucoup de gammes, j'ai toute la gamme de tout ce qui est sorti en français jusqu'à présent, de Pathfinder deuxième édition. Blue Rose, Modern Age, Fantasy Age. Voilà. Mutant and Masterminds. Tout 20. Est-ce que vous voyez la violence du truc? Je ne peux pas me permettre de faire ça. Bref. Mais en tout cas, pour revenir, je dirais Romaric Brillant. Ensuite, je dirais Steve Kenson aussi, qui a principalement beaucoup bossé sur, par exemple, la première édition, dont je ne parle pas de Blue Rose parce qu'elle est très très rare, et les livres coûtent très très cher de nos jours. Steve Kenson, c'est lui qui a principalement bossé sur 220 et Mutant and Mastermind aussi d'ailleurs. Et je pourrais dire Lucien Soulban aussi, parce que c'est lui qui a été le chef d'orchestre du livre Hero High, qui pour moi est le meilleur supplément. Subjectivement, on s'entend, hein. Mais il y a quand même des bases objectives assez fortes. Mais c'est vraiment le supplément avec l'écriture la plus travaillée qui soit. Hero High, c'est un supplément qui te permet de jouer des jeunes super-héros. Et en fait, il arrive à avoir il y a des dialogues qui sont assez frais et qui sont assez jeunes, sans faire jeunes, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est de ça qu'on parle. Et donc, du coup, moi, je pourrais dire ces trois-là. Moi aussi, j'aime bien la simplicité du texte, de la façon d'écrire de James Tornad, qui a fait Face, et le système Face, et aussi Brigandine. Mais en fait, cette simplicité d'écriture, c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire pour mon livre principal, et je n'ai pas encore trouvé ma bonne façon de m'exprimer. J'écris des règles, mais pour la mise en forme, j'ai encore des doutes. Et je me dis, est-ce que cette méthode-là, c'est bien ou c'est pas bien? Ça crée une proximité envers les gens, donc je pense que ça plaît. Mais en même temps, est-ce que des fois, essayer de faire cette espèce de proximité et aussi de faire les choses de manière, de présenter les choses avec une certaine simplicité, est-ce qu'on ne passe pas dans un potentiel, dans ce que l'on écrit, à côté de certaines choses qui auraient pu être dites? C'est une question que je soulève et que je réfléchis encore. Donc voilà. Donc on va dire ces quatre-là, du coup. Romaric Briand, Steve Kenson, Lucien Soulban, James Tornad. Voilà. Numéro 17, le jeu que j'ai le plus joué. Newton and Masterminds. Sans, sans cligner des yeux. Évidemment, on parle de jeux du commun, je vais pas parler de mes propres jeux. Hein, sinon, ça serait mon jeu principal que j'ai le plus joué. Voilà. Surtout que les jeux du commerce, je les ai joués dans la deuxième phase de ma tablée, dans la deuxième partie de ma tablée. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus jouer en présentiel. Et du coup, les temps étaient limités. Quand on n'était pas, quand on était en présentiel, il y a des fins de semaine où genre, c'est comme on était dans la même école d'art, genre par exemple, ça nous arrivait que oui, des fois, on finissait plus tôt concernant l'école, et puis on allait faire une partie de JDR, et puis le lendemain encore, on revenait, et puis il y a des parties qui duraient genre le pire qu'on ait fait, je crois, un jour, c'est on a joué de 17h à 6h du matin. Voilà. Donc, tout ça pour dire que mon premier jeu, on a beaucoup bourlingué. Mais par contre, Mutant and Masterminds est très clairement le jeu que j'ai le plus joué du commerce. Parce que j'avais envie de montrer aux gens une sensibilité autour des comics. J'ai des grosses critiques à faire autour des comics de maintenant. Euh, je trouve que les comics de maintenant, en tout cas au niveau des arcs narratifs, des histoires, je les trouve pas à chier, médiocres. Je trouve qu'il y a un truc, il y a une volonté de trop corriger, enfin même pas corriger, ils veulent trop modifier les mythologies. Le but des comics, et les gens l'ont expliqué dans de nombreux documentaires que j'ai vus, c'est la mythologie moderne des comics. Tu ne dois pas la formater, la changer, la bouleverser en fonction du regard de maintenant et en bouleversant les personnages au passage. Et si vous avez envie de faire des personnages
qui sont grands, qui sont charismatiques, qui sont forts, ne les déstructurez pas et de lui donner une origine juste pour pouvoir, en fait, mieux considérer. Il y a un personnage qui a déjà une mythologie dans le passé, ah ben du coup, ne la changez pas. C'est pour ça, par exemple, que je trouve que... soit c'était quand j'avais entendu ça, d'ailleurs. Je crois que c'était quand j'avais fait... comment ça s'appelle? Je crois qu'il y avait un comics de Spider-Man où, en fait, on découvre qu'à la fin, ben, c'est pas Peter Parker qui est sous le masque de Spider-Man. Il est jamais montré. Et à la fin, on se rend compte que c'est un Spider-Man noir dans un univers alternatif. Et en fait, il y a des noirs américains qui ont dit un truc, en fait, des noirs états-uniens qui ont dit un truc, et ils ont dit un truc qui, pour moi, je trouve très dangereux. Ils ont dit, c'est bien qu'il y ait un Spider-Man noir qui galère, qui est pauvre, qui est tout, et tout ça, parce qu'en fait, les gens ne voient pas à quel point la vie des pauvres est dure. Et que du coup, un personnage qui est noir et pauvre, ben, en fait, c'est signifiant. Il a plus ou moins, c'est comme ça que je l'ai vu perçu, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais il a plus ou moins, selon moi, sous-entendu qu'il n'y a pas de blancs qui sont vraiment pauvres gens dans la dèche. Et pour moi, je trouve que c'est un discours qui est très dangereux. Ça, c'est la première remarque que j'ai à faire. La deuxième, c'est, est-ce qu'il est vraiment fan de Spider-Man pour pouvoir l'ouvrir en disant, oser dire ça? Ce qui est fort avec l'histoire de Spider-Man, c'est que c'est un jeune super-héros, c'est un personnage central, c'était pas un sidekick. On en parle un petit peu dans la préface avec un des auteurs des séries autour de Robin. Ben, dans la préface du supplément Hero High, on parle de ça. Les jeunes super-héros étaient des sidekicks. C'était des espèces de boy scouts qui suivaient leur modèle. Et Spider-Man, voilà, il est venu, il a mis ses couilles velues d'araignée sur le bureau, désolé pour l'image, et puis il a bien fait comprendre que la vie c'était dur, il a perdu ses parents, il doit s'occuper de sa tante a des problèmes de santé, lui-même il a des problèmes d'argent, les sacrifices qu'il doit faire, le fait qu'il peut pas avoir une vie normale, que même quand il a une vie de couple, ça peut vite partir en couille, qu'il commence à générer énormément d'ennemis, et que à la manière d'un Batman, mais pas avec la logique d'un Batman, il commence à accumuler des ennemis, mais comme il ne les finit jamais, il ne les tue jamais, mais ils reviennent et ils posent des problèmes aux autres, ce que je reproche énormément à Batman, sauf que pour moi, Batman, il entretient ses démons, entre guillemets. Surtout, je parle surtout pour le Joker. Voilà. Mais Spider-Man, lui, c'est parce qu'il a un cœur qui est bon, il n'a pas envie de perdre de vue son code. Voilà. Tu diras Batman aussi, mais Batman, c'est déjà un petit peu plus compliqué. C'est à géométrie variable, c'est-à-dire que le gars, il va pas tuer quelqu'un, mais le mettre sous le fauteuil roulant, ça va. Alors que Spider-Man, il frappe. Ça, il faut le savoir, hein. Spider-Man frappe toujours proportionnellement et à l'échelle de l'ennemi qu'il a en face. Il ne se bat jamais vraiment à fond. Sauf quand il a l'espèce de costume bleu, là, l'espèce de tunique que je trouve trop cool. Quand il est habillé comme ça en mode vénère, ça c'est bien. Là, il est violent, là, il est dur. Mais c'est toujours une phase pour bien montrer que il évacue sa rage et que du coup, pour retrouver le sens des responsabilités, il passe par ces phases un peu edgy, il faut l'admettre. Voilà. Donc, moi, j'avais vraiment envie de parler du comics, mais de vraiment prendre la quintessence de ce qu'on trouve de bien dans les comics, mais le mettre dans le jeu de rôle où les gens peuvent effleurer, côtoyer, s'intégrer à tout ça. Et pour moi, le pari, il est réussi. Le problème, c'est juste que j'avais d'autres choses à raconter, mais j'en avais un petit peu marre, et donc du coup, j'ai arrêté. Et voilà. Donc le jeu que j'ai pu jouer, c'est Masterminds. Bien. Alors, numéro 18, celui qui parle de thème qui compte le pour vous. Blue Rose, forcément. En fait, Blue Rose a énormément d'atomes couchés avec mon premier jeu. Et c'est pas que ça fait un rapprochement et puis subjectivement je deviens bien, enfin ça devient bon. Blue Rose, je l'ai découvert l'an passé, le premier jour de l'AD de l'an passé, je rappelle, hein. Et en fait, il est venu
il a fait son créneau, il est passé devant tout le monde. Un petit peu comme Fight Club. Voilà, moi j'ai regardé Fight Club il y a 2 mois de ça. Tout en haut, il y avait Matrix, et puis il y avait des tas de films que j'aimais bien. Fight Club, il a fait son créneau, il est rentré, clac. Il est rentré deuxième. Voilà. Ah, Fight Club, c'est trop bien. Regardez Fight Club. Si vous n'avez pas vu Fight Club, je vais pas en parler, mais regardez Fight Club. Voilà. Donc, voilà, tout ça pour dire que Blue Rose, ça parle de choses qui comptent pour moi. La romance a énormément de part dans mes récits. Le romantique aussi a une énorme part dans les récits. La camaraderie, l'héroïsme, l'identité, le fait qu'il y a des gens qui, moi, je suis pas quelqu'un qui a une vision en fait. J'appelle ça christique, mais c'est pas assez. Oui, on peut dire christique, mais j'ai pas cette vision christique où en fait il y a l'enfer, le paradis et la terre au milieu ou une espèce de purgatoire. Vous voyez ce que je veux dire par là? Je suis pas chrétien de toutes les façons. J'ai grandi en tant que catholique, chrétien, tout ça. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas de vision christique où il y a une espèce de oui, le personnage tombe de haut. C'est un petit peu comme Spider-Man d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a cette vision où tu as des personnages. J'ai voulu raconter des personnages qui passent par différentes phases, des personnages qui évoluent, des personnages qui souhaitent une certaine vie, des personnages qui doivent se battre pour ça, que l'adversité prend différentes formes, ce genre de choses-là. C'est un de mes joueurs qui avait fait une remarque que vous avez déjà vue sur la chaîne qui s'appelait Landy, qui m'a fait une remarque récemment. Euh, il m'avait dit que il y a des gros thèmes communs ou des grosses idées communes autour de mes personnages. Et je lui ai dit quoi? Il m'a dit, tous tes personnages, tous les personnages que tu fais, ont la volonté de vivre une vie tranquille et il y a toujours un truc qui vient frapper à leur porte pour venir en fait troubler leur truc. Mon personnage, c'est Liam Nelson dans la plupart des films qu'il a fait des années 2010-2020. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est un petit peu. Le pire, c'est que c'est ça. C'est ça, parce que moi, j'ai voulu faire un personnage inspiré comment il s'appelle déjà? C'est Pike, le personnage principal de Harvest Moon. Celui avec la casquette bleue. Du coup, voilà, moi je voulais faire un personnage qui voulait être fermier, et puis qu'il va à la mine, et puis tout ça. Et puis j'ai jamais pu le faire, je crois que c'est à cause de ce truc-là. Euh, il y a des grosses thématiques autour des personnages, et le truc c'est que j'aime une histoire organique, c'est-à-dire que je ne vois pas d'arc narratif où il est gentil, il est fort, il passe en dépression, la colère, ce genre de choses. Je pense qu'un personnage, tout comme l'adversité, ça peut prendre de nombreuses formes. Et s'il y a bien un truc que le jeu de rôle peut tuer dans le caractère organique d'une histoire que tu peux raconter, surtout une histoire interactive, c'est de faire des arcs narratifs où les personnages sont de plus en plus forts, les menaces sont d'une échelle toujours plus grande. La surenchère, c'est pas cool. Voilà. Moi, je pense que la surenchère, c'est pas la bonne façon de régler les choses. L'escalade de puissance aussi. C'est pas une façon de régler les choses. D'ailleurs, ceux qui veulent un jeu où en fait vous n'aimez pas l'escalade de puissance, jouez à Mutant and Masterminds. Ne jouez même pas en mode super-héros. Vous n'êtes pas obligé de jouer des super-héros. Vous pouvez faire une œuvre. Moi, j'avais parlé de ça une fois. J'avais dit qu'on pouvait faire jouer les Chroniques de Lodos ou Berserk avec Mutant and Masterminds. Tu peux tout faire jouer avec Mutant and Masterminds, ou même Conan le Barbare ou Warhammer 40 000. Tu peux créer un personnage et puis tu peux en faire un flat character, c'est-à-dire que tu considères que ton personnage il est à un niveau de super-héros mondial, c'est-à-dire un personnage iconique. Je pense que Conan et Solomon Kane, par exemple, ou Elric de Médibonnet sont de niveau 13, même si des gens me diront qu'à la fin de la saga, peut-être que Elric de Médibonnet a un niveau plus élevé, mais vous comprenez. Et tu peux faire toute une campagne de Mutant and Masterminds en ne montant jamais de niveau. Et le système de fortune dans 220 et Mutant and Masterminds est si flexible que les récompenses en fortune, le système des jets de fortune, tout ça, c'est très bien. C'est vraiment très très bien. Le seul truc, c'est que par exemple, dans Mutant Mastermind, il y a des idées de pouvoir, de capacité, d'équipement, d'objets qui est structuré. Et donc, du coup, comme tu vas faire des sélections, ben, c'est moins prise de tête. C'est-à-dire que toi, tu vas jouer Gustave l'écuyer.
avec un arc court, ses flèches et puis une épée, ben ce qui va se passer, c'est que par exemple, il va péter son épée en acier dans une scène parce que il a combattu un espèce de bivalve géant. Et puis en fait, dans la scène d'après, il récupère son épée parce que son épée est dans la liste de ses pouvoirs et de ses équipements. Et ça ne pose pas de problème. Voilà. Parce que Mutant Mastermind, c'est fait pour cibler des univers de comics, de BD. Et donc, du coup, tu peux te permettre certaines excentricités. Par exemple, il ne t'empêche de jouer Astérix, Glouglou, potion, super force, pif paf pif. Et puis en fait, tu dis, bon, la potion, par contre, tu l'as bu, mais tu peux boire une potion qu'une fois par jour. Voilà, c'est des idées que je lance comme ça. On peut faire énormément de choses. Bref, tout ça pour dire que Blue Rose parle énormément de thèmes qui comptent, et aussi Blue Rose aussi permet de faire jouer des tas de trucs. Moi j'ai aussi parlé du fait de jouer Berserk avec Blue Rose. D'ailleurs, la poésie presque shoujoesque qu'on dirait qu'on trouve dans Berserk, eh ben Blue Rose est hautement compatible avec ça. Donc je pense qu'on peut faire du Berserk avec Blue Rose. Donc Blue Rose est le jeu qui compte le plus pour moi. Bref. Numéro 19, le jeu dont je trouve le look génial. Hmm. C'est difficile, c'est difficile. Bon, déjà, Blue Rose, son esthétique est parfaite, mais c'est le style Armou nouveau, il est avec un petit peu du côté méditerranéen des décors de Taldis. On va l'évacuer, on va évacuer Blue Rose, je parle trop de Blue Rose. Mutant Mastermind, les couvertures sont bien, mais pas toutes les images qui sont à l'intérieur des livres. True 20, c'est pareil. Moi, je pense que c'est Pathfinder. La cohérence, d'ailleurs, je pense que la cohérence visuelle des héros, des personnages que tu retrouves fréquemment dans les illustrations, le style graphique, la direction artistique, elle est restée la même, même s'il y a eu de légers changements dans la deuxième édition. Hein. Par exemple, la barbare, maintenant, elle est pas fraîche sur les illustrations, elle est devenue blême. On sait pas pourquoi. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, Pathfinder a une cohérence de look géniale. Mais il faut aussi avouer que la direction artistique de Pathfinder est géniale. Bon, alors les dagues, ça fait aucun sens. Les dagues, c'est des espèces de glaives juste beaucoup plus courts. Ça n'a aucun sens, mais ça fonctionne parce qu'on admet ça. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait accepter parce que c'est de la fantaisie. Voilà. Et pour finir, ben, le jeu que je ne peux plus jouer, c'est Tiamat. Alors ça c'est la genèse, c'est toute la genèse de mon expérience holistique. C'est-à-dire que j'ai voulu faire jouer Tiamat, et moi je voulais jouer dans un setting un petit peu, pour ceux qui connaissent le MMORPG, Run Online, voilà. Et puis, parce que moi j'ai beaucoup joué à Run Online, et aussi le manga et l'anime qui s'appelle Tenjo Tenge. Moi j'adore cet esprit baston, arts martiaux, des lycées qui s'affrontent, tout ça comme dans Run Online. Du coup, j'ai voulu faire jouer. Parce que le jeu prétendait qu'on pouvait simuler des trucs de jeu de baston. Alors, je pense qu'il le fait, mais il le fait pas comme moi je le percevrais. Il y a des tas de questions, je me dis oui, si tu veux faire ça comme ça, alors pourquoi tu l'as fait comme ça et pas comme ça alors que ça aurait été plus pertinent. Et moi, je suis quelqu'un, la baston, vous voyez, je parle beaucoup de romance, de romantique, tout ça dans les trucs, mais la baston, attention, ça a eu beaucoup de place dans la culture populaire que j'ai consommée. J'ai que premier animé, c'est même pas genre ah là là, dessin animé machin. Le premier truc que j'ai vu qui était graphique machin, c'est Hokuto no Ken. Voilà, rien que ça. Donc tu as aussi tu as aussi tout ce qui est des personnages qui sont grandioses, la baston, donc Seiya que j'ai beaucoup aimé, Dragon Ball Z que je n'aimais pas au début. Quand j'étais gosse, j'aimais pas Dragon Ball Z. Voilà. En fait, il y a un repère, puisque je sais que la chaîne RFO à l'époque avait une diffusion différente de la chaîne de la chaîne française. Mais en gros, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passait. Il y avait Dragon Ball Z. Moi, je n'étais pas encore levé. Mon frère était levé, il regardait. Il y avait Sailor Moon. Je regardais Sailor Moon. Il prenait le petit déjeuner. Ensuite, il y avait Power Ranger.
Je mangeais en regardant Power Rangers, mon frère regardait aussi. Et il fallait sprinter pour aller à l'école parce que c'était pas loin de comment, les cours étaient pas loin de commencer à l'école primaire. Voilà, rien que ça. Donc, tout ça pour dire que la baston, il y a beaucoup de ça. J'ai joué à beaucoup de jeux de combat aussi. J'avais l'émulateur Neo Geo. Euh, Quand moi, je me suis mis à écrire, au début, comme j'étais très inspiré par l'étude de baston, très clairement, le premier truc que j'ai imaginé totalement dans tout le récit, je ne l'ai jamais pondu à l'écrit et je ne le ferai jamais. Pour moi, en fait, il a une place. Personne n'est censé y toucher, personne n'est censé savoir ce que c'est, sauf moi. Voilà. C'est l'élan d'égoïsme de l'auteur. Il a une œuvre dans sa tête qu'il peut projeter avec, je pourrais corriger même les maladresses qu'il y a, mais que je n'ai pas envie de poster. Voilà. Ah ben du coup, quand j'ai fait les règles, quand j'ai fait la première session de JDR Ever, ah ben du coup, j'ai voulu faire les choses tranquillement et après j'étais bloqué sur une règle, puis sur une autre. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on voit des extrêmes dans les caractéristiques? Est-ce que s'il n'y a pas magnitude, on ne devrait pas considérer que la fourchette pourrait être plus grande? C'était des tas de trucs débiles comme ça. Et puis à la fin, j'ai dit à mon cousin, hé, viens de mon côté de l'écran. C'est pas de là que vient le nom de l'émission, en fait de la rubrique que j'ai, mais on pourrait dire que si. Voilà. Et du coup, on a commencé à discuter nous-mêmes des règles de Tiamat, et on s'est rendu compte que Tiamat, juste non. Juste non. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à mon cousin, écoute, reviens dans une heure, j'aurai un système. Et comme j'étais à une époque où en fait je me posais des questions sur les droits d'auteur, tout ça concernant les jeux de rôle, je me refusais de plagier. J'avais déjà le W System Deluxe et j'avais déjà Warhammer première édition. J'ai fait un système à partir de rien en utilisant seulement le D20. Voilà. Et puis ce qui s'est passé, c'est que on s'est éclaté avec ce nouveau système. Et c'était le troisième jour, puisque quand j'ai le syndrome de la page blanche, ça dure que 3 jours. Ah ben, le troisième jour correspondait au troisième jour de page blanche, et je me suis dit, mais mon univers de manga là que je suis en train d'écrire là, si j'en faisais un JDR, parce que l'univers est vaste. Et c'est comme ça que ça a commencé. Évidemment, j'ai parlé comment dire ça, j'ai parlé dans les forums de Tiamat et de que ce que je trouvais bien ou pas bien, et quelqu'un m'a dit, je crois que c'était des modérateurs, sans aucune animosité, il m'a dit, écoute, si ça ne te plaît pas, peut-être que tu devrais créer ton propre JDR. Et ce qui s'est passé, c'est que un JDR où en fait on peut jouer des trucs liés à la baston, ben mon premier JDR, ben il ne parle pas spécifiquement de baston, il parle de bien plus que ça. Il parle de thématiques vraiment plus poussées. Voilà. Et ce que je me disais, c'est que la baston aussi peut raconter des thèmes poussés. Et c'est justement ça qui fait que en 2015, ou 2015-2016, fin 2015, je crois, non, je crois que c'était début 2016. Ouais, c'est ça, début 2016, genre mars 2016, un truc comme ça. Eh ben, je me suis dit, et j'avais fait, quand j'étais au collège, un univers où tout était prétexte à la baston. Vraiment tout. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était en réponse à des amis qui, après, entre-temps, ils étaient allés au lycée. Voilà. Ben, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, une fois, je leur avais présenté ce que j'écrivais, comme d'habitude, machin. Et puis, au bout d'un moment, peut-être parce qu'ils en avaient un petit peu marre, ils ont dit, tu sais, tes œuvres, il y a beaucoup trop de romance dedans, c'est insupportable. C'est pas comme si c'était des trucs de shoujo, il y a tout le monde qui rougit, ce genre de choses-là. Il y a un petit peu de ça, mais il n'y avait pas que ça, en fait. Mais il y avait vraiment des histoires qui avaient énormément de place au point que la baston ne puisse pas régler ça. Vous voyez ce que je veux dire par là? Tout ne peut pas se régler avec la baston. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi? Vu qu'ils ne sont plus là et que, de toutes les façons, moi, je vais montrer mes histoires à certaines personnes que je connais. Je vais faire où tout est prétexte à la baston. Il y a de la baston, il y a du gore, il y a du sexe. Et j'ai présenté les textes à des amis qui ont kiffé leur race. Et ça m'a énervé qu'ils ont kiffé leur race, donc j'ai arrêté totalement. Et je me suis dit, mais cet univers-là, ou plutôt ce système-là, où tout est prétexte à la baston, en fait, on peut en faire quelque chose. Et c'est là qu'est venue l'idée de mon deuxième jeu de rôle.
Mais mon deuxième jeu de rôle, c'est un univers où tout est prétexte à la baston, mais c'est justement ça qui est fort, c'est que les gens règlent la plupart des trucs au travers de la baston, mais ils se rendent compte que certaines choses contre lesquelles s'ils doivent se battre, entre guillemets, ah ben que la baston n'est pas nécessairement la solution. Quelque chose d'assez perché quand je l'explique là comme ça, mais c'est normal, je suis fatigué, mais qui dans les faits fonctionne très très bien. J'ai fait des tests, c'est parfait. Le problème, c'était surtout le contenu plutôt que les règles, puisque les règles sont déjà établies, c'est facile à régler. Et voilà, c'est ainsi où en fait je vous ai parlé des 20 jeux. Alors moi j'ai voulu faire une version très courte de ça, et finalement je crois que j'ai fait la prise avec la plus grande durée. Bon, ben, ceux qui auront le courage de s'accrocher à tout ça, ben, félicitations, vous avez géré. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'au final, vous voyez bien qu'il n'y a pas 20 jeux dans la liste. Je suis pas quelqu'un qui a bourlingué énormément de jeux de rôle quand tu y réfléchis bien. C'est parce que j'ai joué plusieurs fois les mêmes jeux et je peux même me permettre de le dire. Il y a des fois où j'ai présenté des jeux et je demandais à des joueurs d'élargir leur culture, mais que mes jeux de rôle, ceux que je créais, prenaient souvent le pas à la table, au point que les gens ne se voyaient pas jouer autre chose. Mais fatalement, si je dois faire une critique, une autocritique vis-à-vis de mon jeu de rôle, mon premier jeu de rôle surtout, c'est que fatalement, en fait, et ironiquement, ils aimaient tellement cet univers qu'ils s'étaient habitués, et ils se sont tellement habitués que c'est même pas qu'ils n'ont pas pu s'adapter aux nouvelles règles ou à l'assouplissement des règles, c'est que ils ne pouvaient pas s'empêcher de voir les choses que d'une seule façon. Et c'est ça qui fait que, selon moi, au fur et à mesure du temps, ben, j'ai décidé que même si j'avais des règles à écrire, que je voulais moins m'investir là-dedans. Et maintenant, là, je regarde la modification finale du jeu au niveau des règles que je fais pour mon premier jeu de rôle. J'ai voulu assouplir le jeu, ça s'est fait. La création de perso est devenue plus compliquée, mais en échange, le jeu lui-même est devenu beaucoup plus simple. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ces changements. Bien, ben, je pense qu'on va devoir se quitter là-dessus. N'hésitez pas à laisser des appréciations, de me dire ce que vous en pensez. Il y a des réflexions que j'ai dites. Si vraiment vous avez des choses à dire là-dessus, allez-y, foncez. Les commentaires, c'est fait pour ça. C'est une question de référencement. J'ai vraiment envie de voir quel est votre point de vue, par exemple, sur les comics. Parce que les comics, c'est le serpent qui se mord la queue ces temps-ci. Et je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos, probablement sur le jeu de rôle. À la prochaine fois. Salut à tous.